fait que je vais obtenir l'écran qui a un court-circuit. C'est pas grave. Voilà, donc voilà, ça marche. On fait comme à la maquette. Voilà, on improvise un petit peu. Donc la cornée, aujourd'hui on a énormément de technologies. C'est bien. C'est bien. Non, parce que sinon j'ai pas de. On a énormément de technologies à notre disposition. Vous pouvez voir qu'on peut mesurer la surface de la cornée, on peut mesurer l'épaisseur de la cornée, les deux faces en géométrie, et bien sûr on peut mesurer les aberrations issues de la cornée, les aberrations optiques. On peut mesurer aussi bien sûr la dureté de la cornée, sa déformabilité. Et l'élément de base qui historiquement a été le grand pas en avant pour les cornéologues, ça a été bien sûr la topographie de la cornée. Et comment est-on arrivé à passer de la topographie vers la tomographie? C'est une progression naturelle qui aboutit à des avantages qu'on va essayer de voir à travers les défauts de la première technique. Bon, la topographie Placido, c'est avant tout comprendre que le film lacrymal représente la partie réfractive dominante de l'œil. Donc c'est une surface qui est mouvante, qui est dynamique, mais c'est une surface qui ne fait que 10 micromètres d'épaisseur, qui est triphasique. Les chirurgiens de l'ESTEC le connaissent, le savent très bien. L'indice réfractif moyen est de 0,33 à 6. Et c'est donc 2 tiers de la puissance réfractive totale de l'œil. Donc la qualité de ce film lacrymal est cruciale pour la topographie spéculaire. Et on peut l'évaluer donc avec les colorants habituels, mais aussi par certaines technologies d'avérométrie un peu modifiées, par projection, ou par polarimétrie. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la topographie de ce film lacrymal n'est possible qu'avec la réflexion sur la cornée des mires de Placido. Le principe du Placido, c'est une photographie, plutôt une photo issue d'une caméra, dans un plan frontal par rapport au film lacrymal, et c'est la projection des anneaux concentriques qui permet, en regardant l'espacement, c'est-à-dire la pente entre 2 anneaux successifs, de passer de cette pente à une convolution en courbure, en rayon de courbure, noté en millimètres, et ce rayon de courbure est ensuite converti en puissance réfractive avec un index réfractif moyen qui est estimé, qui n'est pas réel. Donc c'est aussi une chose à savoir pour les applications réfractives, notamment le calcul d'un point. Les limitations évidentes, c'est que la précision est très dégradée en périphérie avec la projection des mires, parce que ces mires ont du mal à être collectées lorsqu'elles sont trop périphériques. Au-delà de 7 mm, c'est bien compliqué. Il y a ensuite, bien sûr, les ombres des paupières, des arcades sourcilières, du nez, des cils qui limitent les informations que perçoit la caméra. Le centre, il faut bien que le centre soit neutre d'un point de vue information, puisque la caméra est au centre du dispositif de projection des mires, et il y a donc une extrapolation des valeurs au centre par rapport à la tendance de la cornée en moyenne périphérique. On regarde uniquement le film lacrymal et pas le stroma, ni la face postérieure de la cornée. Et on a une information sur la forme centrale, mais pas sur la forme totale de la cornée, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusque-là. A l'inverse, le principe qui sera développé plus tard par 2 autres intervenants, c'est le principe du balayage par fente et du Scheimpflug. C'est la triangulation des coordonnées d'une lame lumineuse balayée sur la surface de la cornée. Donc c'est le principe de rétrodiffusion de la lumière qui est exploité pour donner des informations qui, elles, sont indépendantes de la qualité du film lacrymal. On ne regarde pas le film lacrymal. Ça permet d'obtenir un profil de la cornée, une coupe finalement, en continu au niveau des faces antérieures et postérieures, et donc d'en extrapoler l'épaisseur. Les limitations, c'est ce que vous allez voir, c'est qu'il y a plus d'infos sur le film lacrymal, c'est la partie fonctionnelle quand même de la vision du film lacrymal. Il y a des éléments diffusants qui peuvent être délétères, notamment après un LASIK, après la mise en place d'Inlay ou après un cross-linking, ça peut biaiser les mesures. Les mouvements oculaires sont un problème éventuellement parce que la mesure n'est pas instantanée comme l'est la mesure de Placido. Ça prend un certain temps, donc il faut un recalage. Et puis il y a besoin d'une surface de référence, comme vous allez certainement la voir en détail tout à l'heure. L'offre technologique actuellement, c'est plutôt aller vers des systèmes un peu mixtes.
qui cumule donc placido et élévation, placido plus abérométrie, placido plus OCT, ou élévation seule. Bon, tout ça se diversifie et il faut savoir faire les bons choix. Lorsqu'on analyse une carte topographique placido, il faut faire un checklist. Il faut regarder les échelles, le mode, s'il est tangentiel, axial, réfractif ou différentiel, car d'un patient à l'autre, d'un examen à l'autre, il faut garder une certaine continuité. Le mieux est d'avoir une certaine rigueur, c'est-à-dire de commencer par regarder la kératométrie centrale, la toricité, la sphéricité, la symétrie et la régularité de la topographie. On peut ensuite comparer l'œil droit avec l'œil gauche, regarder l'énantiomorphisme qui peut donner beaucoup d'informations. Bien sûr, les fluctuations intra-individuelles d'une mesure à l'autre et d'un examen à l'autre, la progression dans le temps, notamment pour le kératocone, et on peut en tirer aussi des informations recombinées des aberrations d'ordre supérieur, on peut faire de la convolution de qualité de l'image, mais qui repose pour le placido uniquement sur les points mesurés et uniquement sur le film lacrymal. Par exemple, donc on regarde toujours l'aspect du placido brut pour voir si les mires sont déjà bien capturées. Ensuite, on regarde la toricité, on regarde la sphéricité avec les coefficients de la sphéricité qui sont calculés généralement, et puis la symétrie. Donc ça, c'est la base d'une analyse rigoureuse. En élévation, en plus de tout ça, il va falloir regarder le mapping pachymétrique, le point plus fin, le profil de progression de l'épaisseur cornéenne. On pourra avoir accès à la face postérieure et donc regarder éventuellement les convolutions qui proviennent au niveau colorimétrique, qui sont fournies au niveau colorimétrique de toute l'épaisseur de la cornée. Ça, c'est très intéressant pour les calculs d'un plan notamment. Les pièges topographiques à retenir, d'abord, il ne faut pas se tromper d'échelle, il faut choisir la bonne échelle, le bon référentiel. Il faut comprendre que les valeurs centrales sont extrapolées. Il faut comprendre qu'il peut y avoir des biais après laser excimer. Il faut faire la différence entre une forme suspecte de kératocone et un corneal warpage de porteur de lentilles. Voilà, donc pour les pièges topographiques, il est important de comprendre que l'échelle absolue est très utilisée pour comparer les patients entre eux. L'échelle standardisée est plus utilisée pour regarder les cornées qui sont un peu hors normes, et l'échelle normalisée, ou relative, regarde plutôt les détails sur une cornée qu'on peut suivre dans le temps. Donc c'est un peu un zoom. Donc ce sont des échelles qu'il faut savoir sélectionner à bon escient. Pour l'histoire du centre de la cornée qui est mal analysée, donc pour les cornées prolapes normales qui n'ont jamais été traitées, ça ne pose pas de problème, c'est très fiable. En revanche, la kératométrie centrale simulée, puisqu'elle est simulée, puisqu'elle n'est pas vue vraiment par le placido, eh bien, il faut comprendre qu'elle force le trait lorsqu'il y a une cornée qui a été soit aplatie, soit bombée artificiellement. Il y a une sous-estimation pour les lasers post-myopie. Par exemple, on peut avoir une surprise hypermétropique si on ne le prend pas en compte après l'implantation d'un implant intraoculaire post-chirurgie réfractive. Et à l'inverse, on a une surestimation lorsque c'est le cas de l'hypermétropie. Un exemple pratique, est-ce que cette cornée est suspecte? Si vous voulez regarder mieux que ça en topographie placido de réflexion, eh bien, il faut utiliser une lecture tangentielle. Là, encore un exemple, on voit très bien qu'en tangentiel, en axial, on aurait comme référence le centre de la cornée, en tangentiel, on a l'anneau. Les anneaux sont référentiels les uns vis-à-vis des autres, de pas à pas. Donc ça souligne les anomalies, notamment ça les magnifie en périphérie, en moyenne périphérie, parce qu'on n'est pas en périphérie vraiment sur les cartes placido, et ça permet de voir des petites choses qui peuvent vous alerter et aller déclencher un regard vers le reste de la cornée, notamment la face postérieure. Le warpage épithélial, donc c'est simplement la réaction de l'épithélium et un petit peu de la biomécanique stromale globale à une compression, à une force de compression, en l'occurrence les lentilles rigides et un peu les souples. Donc quand on a un profil à gauche qui paraît plus ou moins normal, on enlève les lentilles et quelques semaines après, eh bien, on peut avoir des surprises et se retrouver devant quelqu'un qui a finalement une cornée asymétrique. On peut faire ça dans l'autre sens aussi. Donc évidemment là, la face postérieure, c'est un peu ma transition vers le déco suivant, et la biomécanique cornéenne permettent parfois de trancher quand ça va dans un sens ou dans l'autre. La progression d'une forme creuse vers une forme plus avancée,
c'est toujours une question qu'on se pose lorsqu'on doit opérer de LASIK à un jeune homme, une jeune femme. C'est un petit peu asymétrique, on ne sait pas trop comment ça va aller. Et là, il faut aller plus loin que la topographie de surface, il faut chercher d'autres arguments ailleurs. Exemple du frère d'un patient porteur d'un kératocone, donc sa face antérieure est assez rassurante. Vous voyez, bon là, si vous n'avez que le TMS ou un placido, bon, vous êtes tenté d'opérer sans souci, surtout si vous ne savez pas que le frère a un kératocone. Mais quand vous regardez la face postérieure, elle est nettement moins rassurante que la face antérieure. C'est pas moi qui fais du. Donc il faut penser à rechercher cette fameuse dissociation de la face antérieure et de la face postérieure en topographie, car elle est hautement suspecte. Un autre petit exemple avant de conclure, on a ici sur cette topographie, alors là c'est un Galilée, donc c'est une élévation, mais basée aussi sur le placido. Vous avez dans le cercle rouge ici une zone d'élévation sur la topographie, sur la face antérieure, mais on ne la retrouve pas sur la face postérieure. Donc la face postérieure, à l'inverse, il y a l'inverse d'un bondement, c'est-à-dire un écrasement. Donc ça ne colle pas avec un bondement ou une ectasie localisée, et c'est tout simplement le fruit, cette combinaison d'une kératite qu'il faut examiner dans la fente et traiter, qui va régresser avec le traitement approprié. Donc ce patient n'aura pas été refusé pour rien. Là vous avez un autre cas, vous avez au centre, en haut à gauche, un bondement central un peu asymétrique, qui n'est pas tout à fait régulier, un peu décalé. Et vous allez vous poser certaines questions, vous allez regarder la spéricité, elle est exagérée, donc la cornée est très prolate. Et 0,65 c'est beaucoup, au-delà de 0,2 c'est un peu anormal. Et donc vous allez vous aider de la face postérieure et de la carte pachymétrique. Vous allez regarder la pachy, est-ce qu'elle est fine? En fait ce que vous recherchez c'est est-ce que c'est un début kératocone central. Bon, la pachy n'est pas fine ici. La contour postérieure est assez symétrique et non pas asymétrique comme tout à l'heure. Et il n'y a pas de mouvement postérieur sur la carte d'élévation postérieure. Donc, on est en face de quelqu'un qui, tout simplement, a eu un LASIK hypermétropique. Voilà, pour finir, il reste quand même des points limitatifs pour tout type de topographie cornéenne, en particulier au sujet des variations d'analyse réfractive qui sont un peu extrapolées. Il y a l'erreur chromatique qui n'est pas prise en charge. La diffusion optique peut être délétère, surtout pour l'élévation. Les fluctuations rapides et dans le temps des mesures ne sont pas à prendre en compte. Et le couplage entre la technologie placido et la technologie d'élévation n'est pas toujours parfait et peut être sujet à caution. Enfin, la forme, ce n'est pas la fonction. Ce qui nous intéresse, c'est quand même la fonction. Donc on est de plus en plus efficace pour la forme. On est bientôt capable de faire la topographie de l'épithélium, par exemple, avec l'Artemis. On est capable de faire la convolution d'image, mais ce n'est pas forcément la réalité, ce n'est pas les mêmes longueurs d'onde. Et il y a la biomécanique, encore une dimension qu'on n'a pas encore vraiment bien appréhendée. Mais lorsqu'on aura tout ça cumulé sur une même machine ou une plateforme, eh bien, je pense qu'on aura encore avancé dans la connaissance de la fonctionnalité cornéenne. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je passe la main.